Bonjour à toutes et bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce premier point de marché de la semaine. Alors comme vous le savez, on a une semaine qui est qui est l'une des plus chargées de l'année en fait. Nous aurons donc l'inflation américaine aujourd'hui, l'inflation de la zone euro et le PIB de la zone euro demain. Nous aurons la décision des taux de la Fed mercredi, jeudi la BOE, décision des taux également, qui va probablement aboutir à une hausse. Vendredi NFP et dans la semaine nous attendrons la nomination du remplacement de Janet Yellen. Voilà. Donc on aura vraiment une semaine assez chargée qui j'espère créeront tous ces événements créeront des tendances sur le FX. Alors je vais faire un petit tour des questions. Alors bonjour à vous Bruno, j'espère que vous allez bien. NZDUSD, quel paire a tradé aujourd'hui? Alors on va voir ça ensemble. Bonjour Luc, bonjour Didier, bon début de semaine, merci à vous aussi. Que pensez-vous de USDCHF pour ce jour et cette semaine? Très bien, Didier. N'est-il pas probable que le CAC consolide vers 5450 aujourd'hui? Si oui, comment exploiter cette opportunité? D'accord. Raymond, bonjour à vous. Images et son, ok, très bien, parfait. Alors on va pouvoir commencer par l'avertissement gaz ce risque. Et ensuite je viendrai pour répondre à vos questions. Alors le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un contre risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG Phone, excusez-moi, ça fait exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Résumé de la science asiatique. Alors on a le yen qui progresse légèrement ce matin, à l'inverse du gold qui perd du terrain, le Nikkei qui a l'équilibre, le Hang Seng qui recule, le MSCI qui progresse globalement. On n'a pas vraiment de tendance aujourd'hui. On a plutôt un rééquilibrage. On n'a pas vraiment de comment dire de climat des investisseurs que l'on peut constater grâce à ces données. Calendrier économique. Alors on a eu des ventes au détail japonaises qui sont plutôt bonnes. 1,9% contre 0,6% au mois de septembre. Sur un rythme annualisé, c'est moins bon que le consensus, mais c'est quand même en forte augmentation, 2,2 contre 1,8 précédemment. Nous aurons les ventes au détail, donc nous avons les ventes au détail allemandes qui sont ressorties à 4,1%, excusez-moi, 4,5 donc une forte progression également. Mais ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, ça va être ce PCE Core. PCE Core, c'est un indice de l'inflation qui est extrêmement surveillé par la Fed, plus que l'IPC ou l'IPP. Voilà. Donc cette inflation, elle sera très très importante. Elle sera très importante et bien écoutez, comme vous le savez, hein, une lecture supérieure à la précédente publication sera alors positive, ça soutiendra la spéculation quant à une hausse des taux de la Fed pour décembre, qui est actuellement de l'ordre de 85%. Et à l'inverse, un chiffre qui ressort en dessous du consensus et de la précédente estimation, ça serait un petit peu décevant. Maintenant, est-ce que ça serait baissé pour le dollar? Je ne pense pas, parce que le marché, quoi qu'il en soit, est plutôt convaincu qu'il y aura une hausse des taux en décembre. Voilà. Et ensuite, donc, on aura l'IPC de la zone euro à 14 heures. Voilà donc pour ces données. On passe au marché. Alors, on fait un tour sur le dollar, les paires majeures, les indices boursiers. Ensuite, on regarde le trade du jour et ensuite les matières premières. Alors, le dollar, il a validé, comme vous savez, son tête-épaule inversée, venu chercher à 95. Moi, mon objectif, c'est de venir chercher cette moyenne mobile à 200 jours. Donc, concrètement, on a encore un petit peu de marge pour que le DXY progresse. À mon avis, en intraday, le marché va attendre l'indice PCE, mais c'est surtout mercredi soir que le marché devrait attendre. Donc, on ne devrait pas vraiment avoir de grands mouvements aujourd'hui ni demain. Voilà, le mouvement il se fera probablement mercredi, NFP avec l'inflation et un jour dans la semaine, nous aurons normalement la nomination du prochain gouverneur de la Fed. Donc voilà, on a 3 annonces avec celle-ci, le PCE Core, et on va compter 4 annonces qui sont susceptibles de faire bouger le dollar cette semaine. Voilà, donc l'eurodoll, épaule tête épaule inversée, épaule tête épaule pardon, qui a été validé. On reporte la hauteur de la tête. Ça nous donne la moyenne mobile à 200 jours à chercher.
D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas lu l'article, j'en ai rédigé un vendredi en fin d'après-midi, les 5 rendez-vous à ne pas manquer la semaine prochaine, avec, vous voyez, une jolie petite analyse graphique. Donc voilà, n'hésitez pas à lire tout au long cet article qui eh bien résume assez bien la semaine. Euh, donc voilà, en clair, pour ce qui est de l'analyse technique, l'objectif théorique de cette épaule, c'est un retour à 1,1350, 1,1330. Voilà. Donc, moi, je suis baissé sur le dollar dans un premier temps jusqu'à 1,15. Donc voilà. La USD, consolidation. Faut bien voir que, en fait, le dollar consolide depuis 3 jours. Vous voyez ici, 3 jours de consolidation. Et donc, si vous regardez la USD, on a 3 jours de consolidation. Le NZD-USD, bon, c'est baissier pour les raisons que vous connaissez maintenant, hein, les raisons politiques. Néanmoins, on arrive, vous voyez que le cours a rebondi sur un support à 0,6829. Je pense qu'il y a une possibilité pour que NZD-USD revienne à 0,68, mais ensuite on sera sur un fort niveau de support. Donc attention, parce que je vous rappelle, d'un point de vue macroéconomique, la Nouvelle-Zélande a plutôt des bonnes statistiques, et la RBNZ n'est pas si loin de remonter ses taux. En fait, c'est la banque centrale qui a le plus, comment dire, de chances de relever ses taux, de commencer un durcissement de la politique monétaire, mis à part la BOE, mais c'est pas pour la même raison. La BOE, c'est vraiment pour contrer l'inflation. C'est pas tellement parce que les statistiques macroéconomiques sont bonnes. Hein. Certes, elles sont convenables, mais quand on voit la croissance qui est à 1,5%, bon, voilà, c'est un petit peu limite dans un contexte où la croissance mondiale est revue à la hausse, où son premier partenaire économique donc la zone euro fait 2,2% et les États-Unis font 3%. Vous voyez, donc c'est pas vraiment le Royaume-Uni ne profite pas vraiment d'une hausse de la croissance, même si voilà, n'est pas en c'est pas nul sa croissance, mais c'est loin d'être bon, tout simplement. Donc bref, la RBNZ, c'est une banque centrale qu'il faut particulièrement surveiller ces prochaines semaines et prochains mois et qui pourrait faire revenir une super-performance du NZD. Le SDCAD, l'objectif c'est toujours le même. Hein. L'objectif après cette cassure-là, c'est les 1,30. 1,30 et même en fait c'est cette moyenne mobile à 200 jours qu'il faut viser, hein, plus que les 1,30. Voilà, donc là actuellement c'est 1,29. Alors, tac, moyenne mobile à 200. 1,2972 à peu près. Voilà, donc moi je reste aussi sur l'USD4. L'USD-CHF, alors pour répondre à votre question, moi l'USD-CHF à court terme, à très court terme, maintenant que la parité a été atteinte, je reste neutre. Je pense que l'USD-CHF peut consolider quelque temps, mais comme vous le savez, d'un point de vue de politique monétaire, on a clairement une divergence. On a une Fed qui est clairement dans une hausse des taux, dans un resserrement de la politique monétaire, et la BNS qui est très loin d'un durcissement de la politique monétaire, elle a même des taux négatifs. Donc, voilà, l'USD s'achève pour des raisons fondamentales. Je suis haussier, direction 1,02. Et puis en plus, si vous regardez les statistiques macroéconomiques, voilà, il y a pas vraiment à débattre là-dessus. Hein. Les États-Unis ont des bonnes statistiques macroéconomiques. La Suisse, à part le taux de chômage qui est extrêmement bas, qui est autour des 3 ou 4%, il me semble, 3,3. À part le taux de chômage, l'inflation, elle a du mal à repartir. La croissance, c'est pareil. Voilà. La croissance et l'inflation est très loin de l'objectif de la Banque centrale. Donc, voilà, clairement, l'USD s'achève pour des raisons macroéconomiques fondamentales. Je suis haussier. D'un point de vue technique, on a un momentum journalier qui est haussier. On est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Sur le graphique hebdomadaire, si on prend un peu plus d'auteur, pareil, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200. La divergence est toujours haussière, on n'a pas de ralentissement de momentum, on peut voir que ce début de semaine, là, depuis le voyage, on n'a pas vraiment de direction, mais voilà, la direction du momentum est haussière, pardon. Donc, en intraday, à court terme, on a un R2 mensuel qui se situe où? Il se situe à 0,9972. Donc ça, c'est un niveau de support qui peut se payer en intraday. À court terme, un repli à sa moyenne mobile à 20 jours serait une bonne opportunité.
En fait, ce qu'il faut chercher avec cette moyenne mobile à 20 jours, c'est ce type de scénario-là. C'est la cassure à la hausse. C'est pas lorsqu'on a une cassure à la baisse qu'on va acheter, c'est la cassure à la hausse, on part à l'achat. Cassure à la hausse, cassure à la hausse ici, vous voyez. Voilà, c'est ça, c'est ce scénario-là qu'il faut chercher. Donc si on a un retour en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, il faudra attendre la cassure à la hausse de celle-ci pour passer à l'achat. Voilà. Là, on peut voir que le momentum est quand même relativement élevé. C'est pour cette raison qu'il pourrait consolider le cours en attendant que le momentum respire. Et une fois que le momentum aura respiré, ce sera le moment de repasser à l'achat. Voilà, donc à court terme, à très court terme, pourquoi pas l'achat au R2 mensuel, le R2 mensuel à 0,9972 et le take profit se situe un petit peu en dessous de la parité. Alors bonjour vous Phil, bonjour alors Franck, Jean-Yves, Brigitte que je salue également, Huawei, tac tac, François, Bildo, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors on continue, l'USD Yen, j'ai une question là-dessus. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien l'USD Yen, moi je suis toujours haussier. On est dans un range pour le moment, bien qu'on ait eu ces cassures, vous pouvez voir qu'on est dans un range qui a été testé à deux reprises. Hein. On a cette droite, et vous voyez, 1, 2, pareil pour le niveau de support. Et plus que le prix, ce qu'il faut regarder c'est le momentum actuellement. Et regardez le momentum, il est toujours sous cette oblique baissière. Personnellement, je pense que le momentum va casser cette oblique. On a, comme je vous l'ai dit, un tas de facteurs cette semaine qui pourraient permettre la cassure. On a l'indice PCE aujourd'hui, on a le NFP vendredi, on a la Fed mercredi, la nomination du prochain gouverneur de la Fed. Donc voilà, on a quand même pas mal de facteurs qui pourraient briser cette oblique baissière. Et une fois qu'elle sera brisée, on aura un fort momentum haussier, probablement jusqu'au plus haut annuel. Pour les mêmes raisons que l'USD-CHF, tout simplement parce qu'on a une divergence de la politique monétaire. Le yen, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'il est acheté en ce moment. Il est acheté parce qu'il y a des bonnes statistiques. Il est acheté parce qu'on a un climat qui est d'appétit pour risque, mais également à la recherche de diversification. Donc le yen est un petit peu payé dans le fond. Mais concrètement, dès qu'on aura cette cassure de l'oblique, on aura un signal technique clairement haussier. On aura un signal technique clairement haussier et ce sera direction 115,50 puis 118. Voilà, donc moi je suis clairement haussier sur l'USD Yen. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment pour acheter l'USD Yen? Non, je ne pense pas, honnêtement. Un bon point d'entrée, bien pareil, la moyenne mobile à 20 jours, ou même l'idéal serait un retour à 112,40. 112,40 serait une excellente opportunité pour passer à l'achat. Mais sinon, on attendra le breakout d'un précédent plus haut. Soit on attend le pullback, soit on attend le breakout au-dessus de 114. Alors donc Bruno pour le NZD-USD, pour répondre à votre question. Moi le NZD-USD je suis encore baissier, je pense que voilà, cette semaine le dollar devrait garder son leadership. Donc pourquoi pas viser un retour à 0,68, donc on a une cinquantaine de pips à aller chercher. Voilà, 50 pips pourquoi pas, ça me semble possible. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, on est quand même d'un point de vue macro dans une configuration qui, à moyen terme, le NZD pourrait revenir à la hausse, qui pourrait re-superformer le dollar. Voilà, donc je resterai prudent sur la stratégie de moyen long terme si vous êtes baissier. Et là, d'un point de vue moyen long terme, on est quand même, vous voyez, depuis mi-2016, on est quand même sur un niveau de support qui était auparavant une résistance. Ici, résistance et support. Voilà. Donc, alors on va peut-être se mettre en mensuel, c'est peut-être un peu plus convaincant. Voilà, vous voyez, ce niveau-là, 0,68, c'est un niveau qui est quand même solide. Donc, personnellement, je n'envisage pas un breakout de ce niveau, de ce support. Je n'envisage pas une cassure de celui-ci. Maintenant, si ça arrive, eh bien, ce sera un fort signal baissier et on pourra viser on aura des objectifs beaucoup plus ambitieux que celui-là. Alors on passe au marché des actions. On peut voir que les marchés des actions sont achetés ce matin, à part le Nikkei qui, voilà, on a une divergence baissière
qui est en train de se configurer une divergence entre le prix et le momentum. Donc attention, pour ceux qui sont à l'achat, on pourrait avoir un pullback qui pourrait survenir à court terme. Voilà. Maintenant, la divergence n'est pas encore validée. Donc pas de précipitation, pas de short ou voilà, pas de baisse à s'attendre ou à exploiter, je pense, pour le moment. Bien que on est à 22 000 points et 22 000 points c'est une résistance, c'est un seuil psychologique, donc ça se joue à la vente. Mais bon, moi personnellement, je préfère attendre un peu plus de signaux baissiers. Pour les actions européennes, pardon. Moi je suis toujours haussier, retour au précédent sommet, hein, c'est un petit peu ça que je vise. Donc l'Eurostoxx, le sommet annuel, il est à 3700, le sommet de 2015, il est à 3009 me semble-t-il. Voilà, 3800 pardon. Donc à moyen terme, retour à 3008, à court terme, retour à 3007. Pourquoi? Bien parce que l'euro est sous pression. Voilà, l'euro est sous pression. Bon, il rebondit en intraday, hein. Mais l'euro il est sous pression. Je le vois plutôt encore baissier pendant encore quelques semaines au moins. Donc, voire même plutôt quelques mois. Donc, je ne vois pas pourquoi l'euro ferait pression sur les indices de la zone euro. Voilà, donc l'euro baissier, c'est des indices de la zone euro qui sont soutenus. En plus de cela, il y a plutôt un appétit pour le risque, à l'image de Wall Street. Donc voilà, pour moi, l'Eurostoxx, c'est à court terme, retour à précisément 3690. C'est ni plus ni moins que le seuil des 3700 qui fait office de résistance, hein. Mais bon, prise de bénéfice à 3690 pour du court terme. Maintenant, si vous êtes un trader de moyen ou long terme, 3800, ça se joue. 3800 et même, alors, on va regarder ensemble. Donc là, on a la résistance, 3800. Vous voyez que ici, on a un fort niveau de résistance, hein. C'était le prix de clôture le plus élevé de 2015. À 3687. Donc 3687, ça sera, je préfère vous le dire tout de suite, une zone de résistance importante. Donc ensuite, 3687, nous aurons 3800, puis nous aurons les 4000 et enfin 4500. Bon, donc je ne sais pas quand est-ce que ce sera atteint, honnêtement, je n'ai pas le boule de cristal entre les mains, mais bon, la tendance est clairement haussière, on a de l'appétit pour le risque, voilà, donc pour moi, je suis clairement haussier sur les marchés actions européens qui, même s'ils ont un peu plus de mal que les indices américains, j'ai un peu plus confiance en eux. Et disons qu'à moyen long terme, j'ai une conviction un peu plus haussière que les marchés actions américains qui sont, comme vous le savez, en surchauffe. Donc je pense qu'il pourrait avoir un retour des flux, un petit peu à l'image qu'on a eu en début d'année, hein. Je vous rappelle qu'au premier trimestre de l'année, les marchés actions européens de la zone euro faisaient mieux, ils faisaient mieux que les marchés actions américains. Au premier trimestre et même jusqu'à mai. Jusqu'à mai, les indices, les actions européennes étaient plus performantes que les actions américaines. Voilà. Donc moi, je pense qu'on pourrait avoir ce même type de scénario en début d'année prochaine. Voilà. Maintenant, bon, on est quand même à 2 mois de l'année prochaine, donc on a encore un petit peu le temps avant de se forger cette conviction. Voilà, donc l'Eurostoxx en clair, aussi sur du court terme, le DAX c'est pareil. Le DAX, ce qui est intéressant, c'est que si vous tracez une ligne de tendance haussière avec les points les plus élevés, alors, voilà. Non, 1000, on va mettre 10 000. Voilà, les points les plus élevés, alors je vous l'accorde, hein, c'est pas très... bon, on va l'accorder, hein, mais bon. Le point le plus haut de 2000, point le plus haut de 2015, et vous avez eh bien une ligne de tendance qui matérialise quoi? Elle matérialise les points les plus élevés du DAX. Et là, on s'y approche. On s'y rapproche à 13 450, 13 500. Donc pour moi, il pourrait y avoir un ralentissement du DAX vers cette zone. Mais bon, je reste haussier tout de même. Je reste haussier à court terme, direction le R2 mensuel. Donc 13 500 environ. Et le CAC, eh bien le CAC, voilà, on est sous les plus hauts annuels à 5500. Le RSI est sous résistance, donc attention. Attention parce que le CAC pourrait consolider à court terme. Et donc la stratégie à court terme,
pour moi, c'est achat à 5467. 5467 pour viser les 5500. Voilà, donc je pense qu'il y aura un range de 30, 40 pips, voire 50 sur le CAC cette semaine. Et ensuite, on pourrait avoir des nouveaux sommets qui pourraient être marqués sur le DAX et sur le CAC 40 et sur le CAC 40 GR. Voilà, donc en conclusion, moi je suis haussier sur les marchés actions européens ou américains à court terme. Européens à moyen long terme, j'ai peut-être un petit peu plus de conviction, étant donné qu'ils ont une marge de progression un peu plus importante. Et les objectifs, eh bien, c'est de chercher sur les actions européennes les précédents sommets de l'année, tout simplement. Mis à part le DAX où lui il les a dépassés, étant donné qu'il a ses dividendes réinvestis. Donc pour le DAX, on va chercher les 13 000, les 13 500. Alors, j'ai des questions, alors je vais lire un petit peu. Un bon point de vente pour l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, un bon point de vente, ça serait un pullback. Un pullback à la ligne de coup. Donc si on a un pullback à 1,17, ça serait une bonne opportunité pour passer à la vente. Ça serait même une très bonne opportunité pour passer à la vente. Alors Philippe, bonjour Philippe. Concrètement, vous pouvez donner un exemple d'un trade que vous avez effectué, sa gestion. Est-ce qu'il y a un site où on peut regarder des vraies positions de traders gratuitement à titre indicatif? Euh, alors pour répondre à votre deuxième question, déjà, je ne sais pas s'il y a un site qui permet cela. Après, ça dépend si vous parlez de traders professionnels ou particuliers ou voilà. Mais je ne connais pas de site en tout cas qui va vous donner les positions des traders professionnels. Bien évidemment, c'est confidentiel. Maintenant, des particuliers, je pense qu'il y en a, ça doit exister. Maintenant, lesquels, je ne connais pas les noms honnêtement. Alors, est-ce que je peux vous montrer un trade que vous avez effectué, sa gestion? Alors oui, bon là, j'ai pas connecté mon compte. On va se mettre sur le CAD par exemple, où je suis encore dessus. Donc le CAD on était rentré à plusieurs reprises tout au long de cette tendance. Le dernier point d'entrée c'était ici. Personnellement, on était pour ceux qui s'en rappellent, on était rentré un petit peu plus bas, on était rentré vers ce niveau-là. Euh, on était rentré vers ce niveau-là. La stratégie c'était de viser le précédent sommet. Et ensuite, on a reporté l'objectif à 91. 91, ça n'a pas été atteint à un pips près. Et donc le stop qui était initialement placé eh bien en territoire négatif, il avait été remonté lorsque le cours avait atteint le premier objectif. Donc pour vous imaginer un peu tout ça, on avait une position qui était aux environs, qui était par ici. Non, c'était un petit peu plus bas, c'était par là, voilà. Pour viser le précédent sommet ici. Voilà. Donc on avait une position par là, avec un stop. Une fois que l'objectif a été atteint, l'objectif c'était de prendre une partie des bénéfices, en l'occurrence 50% pour ma part, remonter le stop au point d'entrée. Et ensuite, le deuxième objectif qui avait été donné un petit peu plus tard, c'était les 91,64. C'était cette résistance-là, qui n'a pas été atteinte. Et là, le stop est presque atteint. Mais bon, il est au break-even, il est au point d'entrée, donc concrètement, il y a 50% des bénéfices qui ont été encaissés. Et donc là, il n'y a plus de risque de perte de capital. Donc c'est un trade qui est dorénavant sans risque, gratuit. Enfin voilà, il n'y a plus rien à risquer en tout cas pour ma part sur cette gestion de trade. EURUSD sell, GBP-USD sell, voilà, François. GBP-USD, je m'abstiendrai un petit peu de le vendre. On a la BOE qui est jeudi, le marché pourrait pricer une hausse des taux. Donc GBP-USD, honnêtement, je ferai attention, surtout face au dollar. Euh, encore face au dollar, oui, mais face à l'euro, ça me semble compliqué de le vendre, étant donné que l'euro il est baissier. Euh, voilà, donc si je
devais vendre le GBP, si je devais le vendre, ça serait contre la devise la plus forte. Et la devise la plus forte pour le moment, c'est le dollar. Donc oui, François, GBP USD. Ah, vous m'avez dit boule. Pardon, excusez-moi, j'ai pas bien lu. Donc boule, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, encore une fois, le dollar, il est très fort. Et il va probablement être fort cette semaine au vu des facteurs qui pourraient le faire, qui pourraient l'influencer. Donc je resterai prudent sur les ventes du dollar. Maintenant, voilà, si je devais acheter le GBP, ce serait plutôt face à l'euro. Donc pourquoi pas euro GBP, vente euro GBP. Comme ça, vous vendez l'euro et vous achetez le GBP. Donc vente euro GBP et vente euro dollar. Ça me semble vraiment très intéressant. Donc on va voir ça ensemble. Alors vous renforcez jamais d'après Philippe. Alors non, pas vraiment. C'est pas dans mes habitudes de renforcer des positions. Tac tac tac. Donc l'euro GBP. L'euro GBP, voilà, l'objectif c'est au moins cette moyenne mobile à 200 jours. On y est, enfin on en a parlé, il me semble, en fin de semaine dernière, mais c'est au moins la moyenne mobile à 200 jours. Moi personnellement, je pense que l'euro va sous-performer les paires, les principales devises majeures. Donc j'entends par là le dollar ou le GBP. Voilà, l'euro, moi je suis baissier face au dollar et la livre à court terme au moins. Maintenant, si la livre n'a pas de hausse des taux, si on n'a pas de hausse des taux jeudi, ça sera décevant. Et dans ce cas, l'euro GBP sera probablement haussier. Mais ce n'est pas du tout le scénario qui est anticipé en termes de probabilité. Selon moi, ce n'est pas du tout le scénario qui est à s'attendre. Donc, je suis baissier sur l'euro GBP, tout comme l'euro dollar. Voilà, donc l'euro GBP premier objectif en swing, c'est cette moyenne mobile à 200 jours. Et l'euro dollar, le premier objectif, c'est les 1,15. Voilà, donc ça, c'est des convictions qui sont pour moi vraiment très importantes. Alors, on passe aux matières premières, l'or. L'or retourne cette moyenne mobile, comme indiqué dans l'article, hein, pas de cassure de cette moyenne mobile avant la Fed mercredi. Voilà, il n'y en aura pas de cassure à mon avis avant mercredi. Elle fait office de support depuis, vous voyez, depuis le début de l'été, elle n'a pas été cassée. Elle a été testée à 2 reprises. Donc, donc voilà, pas vraiment de baisse à très court terme sur le gold. En tout cas, s'il y en a une, ça sera pas en dessous la moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà. Pour moi, Longzor, je suis, on va dire, neutre sur du court terme en attendant la Fed mercredi soir. Pétrole, cassure son oblique. Bon bah écoutez, c'est un signal haussier hein, qu'on a sur le pétrole, un beau signal haussier, l'oblique qui date depuis l'été 2015, hein, donc depuis un peu plus de 2 ans, qui a été dépassé. On est à 54,14, on est assez élevé. Bon bah écoutez, la résistance, elle est où? Elle est à 55 $. Elle est à 55, un petit peu en dessous parce que le marché devrait réagir un petit peu en dessous de 55 $. Mais si on regarde déjà cette droite en rouge, c'est le plus haut prix de clôture mensuel qui avait été réalisé en fin 2016, début 2017, et elle est aux alentours des 54, 58. Donc là, bon, apparemment on est au maximum, je pense, du momentum du potentiel haussier du pétrole. Et une fois qu'on aura la cassure de ce niveau-là, la prochaine résistance sera 57,32. Donc là, à court terme, c'est direction 55 $. 55, à mon avis, il y aura beaucoup de prises de bénéfices. Il y aura probablement des shorts, parce que c'est la première fois qu'on va tester 55 $ depuis le début de l'année. Donc il y aura probablement des ordres de vente à 55. Potentiellement un retour au prix d'ouverture de 2017. Aux alentours des 53,82. Vous voyez ici. 53,82. Mais voilà, la tendance est haussière dans un contexte où le marché du pétrole est quand même dans un meilleur état que ce qu'on avait en début d'année ou il y a un an. Voilà, c'est pour cette raison qu'on a eu cette cassure. Voilà, donc c'est haussier sur pétrole, premier objectif 55, ensuite consolidation à court terme. Alors, on va regarder un trade du jour sur une paire croisée. Alors, on va regarder un petit peu, donc je refais un tour des paires majeures, donc AUD USD, l'AUD qui est neutre, l'euro GBP, l'euro GBP c'est un doji, l'euro NZD,
C'est bull, donc le NZD qui superforme. NZD yen, comment il est? NZD yen c'est baissier, donc le NZD qui clairement sous-performe. Bon, donc NZD c'est la devise à shorter en intraday. À shorter, la devise la plus haussière. En intraday, je parle bien. Semble être le GBP ou l'euro. Alors, laissez-moi vérifier cela. L'euro AUD, c'est haussier. Euro 4. Donc voilà, donc l'euro NZD, c'est probablement la devise à payer à court terme. À court terme, donc direction 1. Ah oui, mais là on est à 10 pips de. Alors on va se mettre en hebdomadaire déjà. Bon, à court terme, 1,17, 1,71 pardon. Euro NZD, 1,71 à court terme. Donc on a 10 pips. Pourquoi pas à l'achat sur l'euro NZD. Ça me semble être la meilleure opportunité à court terme. Voilà, l'euro NZD ou le GBP NZD. GBP NZD, elle est peut-être un petit peu meilleure en intraday, étant donné à moyen terme, en swing trading moyen terme. Pourquoi? Bien parce que si on a une bonne statistique sur dollar, on aura un euro qui sera vendu. Donc voilà, l'euro, j'ai envie de dire l'euro NZD, pourquoi pas, mais le GBP NZD il est également très intéressant. GBP NZD, c'est direction 1,94. 1,94, c'est l'objectif de l'euro NZD sur du court terme, court swing trading. Voilà, pour la semaine, c'est un 94. Donc il y a 180 pips à aller chercher. Voilà donc pour peut-être le trade du jour de la semaine. Pour moi, c'est vraiment vente à NZD à court terme, bien évidemment, comme je vous l'ai dit. Alors Philippe, gestion d'heures d'été-hiver avec les US, vous pensez qu'il y aura du trafic quand même jusqu'à 22 heures? Alors, il y en aura beaucoup moins, hein, bien évidemment. 1er novembre, bourse qui bouge correctement. Alors oui, 1er novembre, rééquilibrage des marchés. Rééquilibrage des marchés, donc enfin des marchés. Quand je dis rééquilibrage, c'est simplement que il y a beaucoup de stratégies de long terme qui dépendent des clôtures mensuelles. Et donc à chaque premier du mois, en général, chaque première séance du mois, on a quand même des volumes supérieurs à la moyenne. Donc oui, le 1er novembre, ce qui est, il me semble, demain ou mercredi. Euh, mercredi, on aura du mouvement, mais bon, tout au long de la semaine, normalement, on va avoir du mouvement cette semaine, au vu du calendrier macroéconomique. Pouvez-vous donner votre avis sur Sanofi? Qu'en pensez-vous? Alors, Sanofi, bon, je vais donner mon avis. Après, bon, je ne suis pas un expert des marchés actions, surtout les actions françaises, donc voilà, je vais vous faire juste une analyse technique de Sanofi, comme je faisais parfois au début d'année. Hein. Sanofi. Alors, Sanofi. Sinon, moi, ce que je vous conseille, si vous avez des questions sur le marché action, c'est vraiment de demander à Alexandre et Vincent Bois, à Alexandre Baradez et Vincent Bois, des analystes IG, qui eux sont beaucoup plus spécialisés sur le marché action que nous. Hein. Nous, on est plus sur le forex, les matières premières, les indices. Eux, les actions, ils regardent cela tous les jours. Bref. Sanofi. Alors, on va mettre quelques indicateurs quand même. Ça va m'aider pour l'analyse technique.
On est passé en dessous des moyennes mobiles. Tac, tac. On a plutôt un montant baissier. Je ne sais pas si Sanofi a publié déjà ses résultats du troisième trimestre, ce qui pourrait grandement affecter bien évidemment le cours. À mon avis, oui, vu ce chandelier, ça devait être le, euh, la publication du résultat. Euh, Écoutez, Sanofi, le problème c'est qu'elle est en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours. Moi, la moyenne mobile à 200 jours, et en particulier sur les marchés actions, c'est très important, cette moyenne mobile. Et dès qu'on est en dessous, on est considéré dans une tendance baissière. Donc, euh, donc voilà. Après, shorter Sanofi, ça me semble un petit peu compliqué. Euh, voilà. Tac, tac, tac. On va essayer de trouver un support intermédiaire que je ne vous promets pas, mais bon. Voilà, celui-ci est quand même pas mal. Donc 78,60, 78,60 € sur Sanofi, ça se paye. Voilà. En tout cas, d'un point de vue technique, hein. C'est le premier support qui, selon moi, est intéressant pour passer à l'achat. Après, encore une fois, moi, je ne suis pas un spécialiste de Sanofi et des marchés actions. Je regarde les gantiers, je regarde les grandes entreprises américaines, quelques entreprises françaises, européennes, et je m'arrête là. Bien que Sanofi c'est le premier laboratoire en France, euh, je n'ai pas pour habitude de la regarder. Pour être honnête avec vous, j'aime beaucoup les actions technologiques, euh, ça m'intéresse beaucoup, donc je suis plus axé là-dessus. Si vous avez des questions sur des actions technologiques, alors pourquoi pas, je serai beaucoup plus à même à vous répondre. Mais Sanofi, honnêtement, marché de la santé, etc., je n'ai pas beaucoup d'avis. En tout cas, il est assez limité, hein. Bien évidemment, avec Trump, l'Obamacare, etc., on en est tous conscients que voilà, ça pourrait, comment dire, ça a un impact conséquent sur les marchés, les actions liées au secteur de la santé. Maintenant, même française, hein. Maintenant, tout ce qui est développement, etc., des produits, ça, je ne connais pas grand-chose. Donc voilà, Philippe. Euh, oui, c'est comme le poids. Bon après Total est quand même un peu plus forte hein, que Sanofi, hein. Total c'est alors il me semble que c'est LVMH qui a dépassé maintenant. Je ne suis pas sûr à 100%. Bref, Total et LVMH sont avec BNP et Sanofi, oui, ce sont les quatre poids lourds du CAC 40. Donc euh, donc oui, Total Total qui pourrait publier des résultats positifs hein, pour les prochains trimestres. Pourquoi? Eh bien parce que le pétrole il est haussier. Si vous comparez Total et le pétrole, il y a quand même une corrélation qui est quand même assez intéressante. Voilà. Regardez US Oil, mince, US Oil comparé avec Total. Voilà, on a quand même une corrélation qui n'est pas des moindres. On va se mettre sur un an. Voilà. Donc vous voyez que quand même on a une corrélation qui est assez importante et Total retour au sommet comme l'a fait le pétrole. Donc à court terme, je pense que Total, voilà, Total, ça c'est une stratégie un petit peu comment dire, un petit peu bon, limitée, mais voilà, retour à 50 dollars. Pour moi, ça me semble largement possible à court terme, à court moyen terme. D'ici la fin d'année, 50 dollars, ça me semble être une bonne opportunité. Voilà. Bon, écoutez, moi, ça sera tout pour ce point de marché. Est-ce qu'il y a un indice pour les bancaires européens? Alors oui, il y a l'indice bancaire européen, il y a le FY1, c'est le Stocks Bank. Alors, Stocks Europe et les banques. Alors, un I peut-être. Alors, alors je sais qu'il y en a un. Voilà, c'est FB en fait. FB1 ici. Le voilà. Là, vous avez les bancaires de l'Eurostox, du Stoxx 600, pardon, de l'indice Stoxx 600.
Voilà l'indice bancaire. Donc c'est FB1 point d'exclamation, excusez-moi. C'est le ticker pour les bancaires qui sont dans le Stoxx 600. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. Je vous donne donc rendez-vous sur le site dailyfx.fr. Ah, USDCAD, excusez-moi, dernière question de la part de François. L'USDCAD, c'est parti. L'USDCAD, comme je l'ai dit, moi, je suis haussier. Je suis haussier jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Après, euh, voilà, pourquoi je suis haussier jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Là, on n'a pas vraiment de mouvement. Pourquoi? Parce que le pétrole, eh bien, comme on l'a vu vendredi, il a vraiment fortement évolué. Maintenant, l'USDCAD arrive sous résistance, le pétrole arrive sous résistance, les 55 dollars. Il pourrait consolider sous celui-ci, ce qui permettrait au dollar de reprendre le dessus à court terme. C'est pour ça que l'USDCAD, je pense qu'on arrive en fin de tendance. Donc voilà. La moyenne mobile à 200 jours, c'est la moyenne mobile, c'est la target de l'USDCAD. Et là, si on regarde l'USDCAD, on va essayer de regarder avec le pétrole. Hop, hop. On va essayer de regarder la corrélation qu'il y a entre les deux. Bon, donc CAD USD. Donc là, c'est l'inverse de l'USD CAD. On peut voir on a une corrélation maintenant depuis le début du mois. On a une corrélation qui est dorénavant négative. Elle est négative. Pourquoi? Eh bien parce que le marché a repris le dollar. Le dollar est plus fort que le pétrole dans le cours. Depuis le début du mois de septembre, on a une spéculation quant à une hausse des taux de la Fed qui augmente, tout simplement. Et le pétrole, eh bien, du coup, n'a plus vraiment d'impact sur le cours de l'USD4. Bon, donc ce qui explique également, enfin ce qui explique cette corrélation qui est négative. Mais donc du coup, d'un point de vue de l'analyse technique, pour moi l'USD4, le dollar devrait continuer à avoir le dessus sur le pétrole, et donc c'est direction cette moyenne mobile, tout simplement. Alors, Philippe qui me dit, oh, pour le 26 pour moi, alors 26, est-ce que vous parlez c'est le 23 novembre, hein, la nuit du trading? Ah, c'est le 26, ah non, 26 octobre. Oui, 23 novembre. Est-ce que vous parlez du 23 novembre, Philippe? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc je vise un 30, oui, à peu près, François. La moyenne mobile à 200 jours, elle est légèrement dessous, mais voilà, c'est un 30 que je vise. Alors, Philippe, écoutez, c'est parfait. Nous allons nous retrouver donc à la nuit de trading. Pour ceux qui ne le savent pas, IG organise une nuit de trading. Alors c'est pas toute la nuit, hein, je vous rassure. C'est un jeudi 23 novembre. Ça va être la soirée de 16h à 23h, par là, 23h minuit. Donc je vous invite vraiment venir. Pourquoi? Alors déjà pour nous rencontrer, Yoav, moi, Vincent, Alexandre Baradez, voilà, l'équipe d'analystes IG DLFX est au complet, ça sera la première fois. Ce sera la première, pas la dernière, je l'espère. Alors, et mis à part nous rencontrer, ce qui sera un plaisir déjà de vous rencontrer, mais on a quand même des intervenants qui sont quand même prestigieux. Regardez un petit peu, responsable d'études chez Standard Poor's, vous avez responsable des études économiques pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Sud. Donc c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité d'entendre euh, un discours de ce type de personne, président fondateur du cabinet ACDF. Donc c'est un intervenant qui est souvent sur BFM Business, hein. Voilà, donc on a quand même, je vous invite à regarder, je vous envoie le lien, et honnêtement c'est assez intéressant. Donc pour ceux qui peuvent faire le déplacement, pour ceux qui habitent pas loin ou même ceux qui peuvent faire le déplacement, écoutez, eh bien ce sera avec plaisir déjà de vous rencontrer, et en plus de cela, à mon avis, vous ne serez pas déçus. Alors, un peu le Halloween des passionnés de trading. Alors, le Halloween un mois après, oui, c'est ça un petit peu. Euh, Pourquoi j'envoie une analyse du CAC 40, Emilien? Alors, Emilien, oui, je reviens pour la dernière fois sur le CAC 40, et ensuite, écoutez, je vous
donnerai rendez-vous pour le prochain webinaire demain. Donc le CAC 40, moi je suis haussier à court terme, un niveau qui se paye, un niveau de repli qui se paye, c'est les 5467. Voilà, ce niveau de support là. 5467, direction les 5500. Donc à court terme, je pense que le CAC va rester sous ses précédents sommets parce que le momentum est sous résistance qui n'a pas été dépassé depuis les années 2000. Vous voyez, résistance des années 2000, ça n'a pas été dépassé. Donc le momentum pour moi devrait rester un petit peu, devrait limiter la progression du prix. Donc, allez, si on a des débordements au-dessus de 5005, ça se fera jusqu'à 5520. Voilà. Mais donc consolidation sur du court terme du CAC 40 à moyen long terme. Eh bien écoutez, le CAC, moi je suis haussier, et ses directions, eh bien écoutez, 5666 et etc. etc. Voilà. Mais à court terme, c'est voilà, c'est ça, c'est cette zone-là dans laquelle le cours, je pense, va consolider. Alors consolider combien de temps? Difficile de vous le donner avec certitude. En tout cas cette semaine, probablement cette semaine. Voilà, maintenant je reste ouvert. Hein. Si on a une clôture en dessous, de cette base, hein, de ce support, alors ce sera un signal baissier jusqu'à la moyenne mobile à 20 jours. Et à l'inverse, si on a une clôture au-dessus du R2 mensuel, ce sera un signal haussier. Voilà. Donc je ne reste pas fermé dans une stratégie de range trading. Hein. Mais tant qu'on n'a pas de cassure, c'est le range trading qui domine. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous donc demain pour le prochain webinaire. En attendant, rendez-vous sur le site DailyFix pour plus d'actualités. Excellente journée. Je vous rappelle, inflation PCE Core, ça sera l'annonce, la statistique macro de la journée. Voilà, inflation Core aux États-Unis. Merci à vous et à demain.